Salim Saadi, bonjour. Bonjour. Vous êtes franco-comorien, vous avez 46 ans, vous êtes né à Grande Comore et vous avez grandi dans le 93 en Seine-Saint-Denis. Et vous êtes patron d'une société de construction, mais vous avez aussi des ambitions politiques parce que vous vous présentez le 24 mars prochain pour la deuxième fois à la présidentielle comorienne. Quel est le sens de cette candidature? Écoutez, la première fois, je me suis présenté en 2016. J'avais pas du tout fait campagne, j'étais pas connu dans le pays. Je me suis présenté pour faire connaître des idées, faire connaître la nouvelle génération comorienne qui est instruite, et qui est franco-comorienne et qui est à l'étranger et qui veut participer à l'émancipation de son pays. Voilà le sens de ma candidature et je veux que l'ensemble des jeunes de la diaspora et cette envie d'aller au pays et de participer à l'émancipation, au développement de notre pays. Vous avez un programme très économique et social. Les Comores n'exploitent pas vraiment tout leur potentiel, notamment en termes de tourisme, d'industrie, d'agriculture, de pêche. Nous avons effectivement beaucoup de richesses aux Comores. Notamment, nous avons l'agriculture qui n'est pas exploitée. Donc, il faudrait aujourd'hui industrialiser ce secteur de l'agriculture. Parce que nous importons des tomates, nous importons des carottes, je donne des exemples. Mais nous avons une terre très, très riche. Alors que 40% de la surface comorienne des terres sont agricoles. 40%. De notre surface. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un potentiel énorme au niveau de l'agriculture. Et également, nous avons parlé de la pêche. Mais la pêche, aujourd'hui, rien n'est fait pour industrialiser ce secteur. Vous savez, nous avons beaucoup de poissons dans nos eaux et pourtant nous importons des sardines. Alors qu'on pourrait négocier avec tous les bateaux et toutes les entreprises qui viennent pêcher dans nos eaux, on pourrait négocier pour que la transformation se fasse dans nos îles. Et ça créerait de l'emploi, de la richesse et de la devise. Est-ce qu'il ne faudra pas revoir aussi la politique énergétique parce que pour développer ces agro-industries, il va falloir augmenter la production électrique. Et je crois que vous fonctionnez sur le système de centrales au gasoil. Je pense qu'on a loupé le coche. Puisqu'il y a eu la COP21, je pense que c'était le moment de remettre tout à plat. Et malheureusement, nous avons un gouvernement qui n'a pas de vision et qui n'a pas d'ambition. Ils ont une petite vision à court terme et ils n'ont aucune ambition. Parce que quand ils ont été à la COP21, à moins qu'ils n'aient pas compris le sens de la COP21. Et aujourd'hui, on fonctionne effectivement par des groupes électrogènes on est des gros pollueurs. Et puis ça coûte cher. Ça coûte énormément cher aux Comoriens, qui sont aujourd'hui asphyxiés par cette facture d'énergie. Et moi, je pense nous avons le soleil, il faudrait prévoir des centrales photovoltaïques ou solaires. Voilà. Nous avons la mer, on peut prévoir des turbines. Nous n'avons pas de traitement des déchets. Pourquoi ne pas faire une centrale biomasse ? On va prendre nos déchets et on va les transformer pour faire de l'énergie. On va valoriser nos déchets. Et ça, c'est important. Ça, oui, ça, c'est une vision et c'est à mettre en place le plus rapidement possible. Autre question importante aussi, on a eu une révision de la Constitution récemment aux Comores qui met fin à cette présidence tournante ou qui allonge les délais de cette présidence tournante qui a permis la paix politique ces dernières années. Vous préconisez un retour à l'ordre constitutionnel. Effectivement, Monsieur Hérault, là vous avez mis le doigt sur le sujet. Nous avons été, moi et le parti Alkamar, nous avons été les premiers à dire que si il y avait demain une élection anticipée, on saura et on fera le retour à l'ordre constitutionnel. Et il est hors de question que nos frères d'Anjouan soient spoliés dans cette histoire. En 2021, si je suis élu, si les Comoriens me donnent leur confiance, en 2021, Anjouan aura leur tour et il y aura un président anjouanais. Mais pourtant, tout le monde, enfin la plupart des observateurs disent que ce système ne permet pas
d'avoir des politiques de développement à long terme, ne serait-ce parce que ces mandats de 5 ans avec une présidence qui tourne d'île en île ne permet pas d'enclencher une vraie dynamique et des plans de développement sur un plus long terme. C'est pour ça que notre programme, nous avons fait un programme sur 7 ans. 2 ans de Grande Comore, 5 ans en juin. Pourquoi? Je reviens encore une fois, c'est par manque d'ambition et de vision. Parce que si le président élu pour 5 ans et qu'il a fait du bon boulot, ça n'empêche que si la présidence part dans l'huile suivante, il aurait un candidat de sa mouvance et il y aurait une continuité des projets. Et c'est ce que nous, on a proposé là. C'est parce que s'ils ne sont pas réélus, si leur candidat n'est pas réélu, c'est parce qu'ils n'ont pas travaillé. Ils n'ont pas bossé tout simplement. Et ils ont été nuls et leurs projets n'ont pas abouti et ils ont menti aux Comoriens. C'est ce qui se passe là avec le président Azali Assoumani. Il a menti aux Comoriens en disant qu'il allait faire une émergence. Quand on a une vision pour faire une émergence, on commence d'abord par faire un plan directeur, un plan d'urbanisme pour montrer aux Comoriens que voilà comment ça va être les Comores demain. Et je pense que ces messieurs ont menti aux Comoriens. Il faut que les Comoriens se prennent conscience de ça. Ce matin, la Cour suprême vient de rendre une décision importante, c'est qu'elle écarte de la course à la présidentielle Mohamed Ali Souali, qui est un ancien vice-président, également comme vous de Grande Comore. Allez-vous chercher son soutien maintenant? Écoutez, je regrette d'abord que la Cour suprême ait écarté certains candidats qui méritent largement d'être à la course à la présidentielle, parce que j'aimerais dire à l'opinion internationale, que tout le monde l'entende, que ce n'est pas l'élection de M. Azali Assoumani, c'est l'élection du président des Comores. Donc, ce n'est pas possible qu'on puisse écarter certains et laisser d'autres. Et moi, je trouve que la démocratie n'a pas fonctionné, la justice n'a pas fonctionné, et j'espère que le candidat Mohamed Ali Salihi aura l'intelligence et aura la force d'aller vers la candidature de la jeunesse et la candidature de Salim Saadi. Autre question importante, les analystes soulignent lors des dernières élections les très fortes influences ou même ingérences étrangères lors des campagnes électorales aux Comores. On sait que l'Iran d'un côté et l'Arabie saoudite de l'autre ont fait des Comores souvent une terre d'affrontement en pleine bataille électorale. Est-ce que vous redoutez ces influences lors de scrutins? Écoutez, aujourd'hui l'Arabie saoudite a la main mise sur cette élection. Et l'Arabie saoudite met énormément d'argent aux mains du gouvernement actuel pour complètement biaiser ce résultat. Et donc, c'est vrai que la communauté internationale doit être vigilante par rapport à ça. Il doit y avoir non seulement une égalité, une équité, parce qu'elle n'y est pas de toute façon, puisque vous savez, l'élection, pour être candidat aux Comores, il faut donner une caution à hauteur de 10 000 euros. Ça veut dire que c'est une classe, on choisit, c'est une présidence orientée vers ou classée vers l'argent. On cherche ceux qui ont de l'argent peuvent se présenter, ceux qui n'en ont pas sont exclus de cette course à la présidentielle. Et aujourd'hui, l'Arabie saoudite met énormément d'argent aux mains du gouvernement pour biaiser et pour faire en sorte que ce gouvernement puisse rester en place. Et l'Iran autrefois aussi. L'Iran a beaucoup contribué autrefois avec l'ancien président qui est actuellement enfermé. Et pour vous dire encore une fois que la démocratie ne fonctionne pas aux Comores. Et c'est pour ça qu'il est important qu'aujourd'hui la communauté internationale vienne sécuriser cette élection et de manière à ce que cette élection soit libre et transparente. La France et les Comores, c'est un peu une histoire passionnelle. Depuis le référendum dans les années 75, les Comores revendiquent à juste titre le retour de Mayotte dans le giron comorais. Il y a ces problèmes d'immigration aussi des citoyens comoriens vers Mayotte, avec des accords sécuritaires ou de reconduction qui interviennent assez régulièrement.
Quelle relation préconisez-vous avec la France? Écoutez, avec la France, nous avons plus de 250 ans d'histoire commune. C'est le premier partenaire des Comores. Donc, aujourd'hui, nous ne pouvons pas ignorer son apport dans les Comores. Maintenant, concernant Mayotte et concernant cette immigration, c'est vrai que le président Macron a eu des mots qu'il a bien entendu regretter avec les Kwassa-Kwassa. Ça a beaucoup froissé les Comoriens. Mais aujourd'hui... Il faut rappeler les Kwassa-Kwassa, c'est le nom de ces embarcations de fortune qui permettent de rejoindre Grande Comore à Mayotte. Et par extrapolation, on a appelé les gens qui les embarquaient, enfin qui les empruntaient, les Kwassa-Kwassa. Les Kwassa-Kwassa. Donc, moi, la première chose, on doit avoir une relation et une discussion franche entre les deux pays. Et moi, je dirais qu'aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens de réclamer ou de dire que nous allons prendre Mayotte, ou par la force, ou par l'intelligence, ou par l'argent. Nous n'avons pas ces moyens. Donc, il faut trouver un autre consensus. Moi, la première des choses, c'est immédiatement arrêter, stopper les visas baladure. Plus de visas pour les Comoriens pour se rendre à Mayotte. En contrepartie, nous, on s'engage sur un processus entre 25, 30, 40, 50 ans. Un consensus à ce que dans 50 ans, Mayotte revienne dans le giron des Comoriens. Mais pendant ce temps-là, nous, on arrête la politique de la mendicité. On ne vient pas tous les ans dire, bon voilà, on n'arrive pas à payer nos fonctionnaires, il faut nous aider pour payer nos fonctionnaires. On n'arrive pas à faire tel équipement, il faut nous aider pour payer tel équipement. On demande à notre partenaire, à notre ami, de payer un loyer sur cette concession. Un loyer qui va être défini par rapport aux recettes qu'il y a dans la zone. Parce que nous avons, il y a des satellites, il y a les eaux, il y a des recettes dans cette zone. Nous avons du pétrole, vous le savez, on va pas se mentir, qui n'est pas encore exploité, mais nous avons ces richesses-là. Donc, en fonction de ça, nous déterminons un loyer qui va ni avantager ni désavantager une des deux parties, mais qui va être juste. Et c'est ça, avoir une discussion franche avec un partenaire ami sur lequel nous allons travailler sur le long terme. Et nous, derrière, on s'engage bien entendu à développer avec cet argent, créer les hôpitaux nécessaires, parce que les gens qui vont à Mayotte, ils n'y vont pas pour le plaisir. Les femmes y vont pour accoucher, pour se faire soigner. Donc, c'est une responsabilité politique. Vous avez mis le doigt sur ça et je vous en remercie, c'est une responsabilité politique et nos hommes politiques aujourd'hui, depuis 40 ans, n'ont pas eu cette responsabilité politique. Et il est temps aujourd'hui que ça change. Et moi, je m'engage en disant qu'aujourd'hui, si la France nous accompagne dans ce développement, nous stopperons les immigrations clandestines vers Mayotte. Salim Saadi, merci. Merci, M. Héroum, de m'avoir reçu. Merci à l'opinion et bonne journée à vous.